Bismillahirrahmanirrahim. On aborde maintenant le diabète de type 2 après qu'on avait vu le diabète de type 1. Toujours pour les gens qui sont nouveaux, vous allez trouver tous ces supports dans la description. Toujours on traite les modules en enchaînement. Abonnez-vous chers collègues si vous n'êtes pas encore toujours. Et un maximum de partage. Le but toujours c'est d'atteindre le maximum nombre des étudiants dans leur préparation. Donc, dernièrement dans le cours de diabète, on va voir le diabète de type 2. Donc comme diabète de type 1, il s'agit donc des facteurs qui sont prédisposants, on incrimine là dans les gènes, les environnements, ou bien des facteurs environnementaux même intra-utérins. Les facteurs participants sont donc l'obésité premièrement, donc diabète de type 2, l'insulinorésistance, expliqué dans la physiopathologie, ce qu'on va voir dans quelques plaques. On va aborder la physiopathologie de cette dernière. Les facteurs prédisposants peut être génétiques premièrement, deuxièmement environnementaux, même voire intra-utérine. Donc on avait vu ça dans la gynécologie, donc grossesse et diabète, pour avoir diabète du nouveau-né. Les facteurs participants donc chez l'adulte, premièrement on incrimine, notez-vous bien, l'obésité. C'est ce qu'on avait dit précédemment dans le début de ce cours. Le manque d'activité physique, l'âge, à chaque fois que l'âge augmente, la chance d'avoir un diabète de type 2 augmente, le tabagisme et même les troubles de sommeil. Les facteurs accélérants, la glycotoxicité, la consommation de glucose de façon accrue, et la lipotoxicité de même chose. Donc facteurs prédisposants peut être génétique intra-utérine. Les facteurs principaux, gardez-vous en tête surtout de l'obésité. Et comme facteur accélérateur, bien sûr, donc à chaque fois qu'on a de la glycotoxicité, de la lipotoxicité, les chances vont croître d'avoir diabète de type 2, surtout en augmentation avec l'âge. Maintenant, le rôle environnemental. Donc, ça contraste entre les chiffres de prévalence observés au sein du même groupe. Donc, premièrement, c'est l'ethnie, les conditions de vie. Donc, par exemple, là, dans le support, les Indiens et l'Amérique qui ont vécu en Arizona et en Chili. Donc, leur environnement leur prédispose d'avoir développé ce diabète de type 2. Le génotype, donc les Indiens primaires, les habitants de Noro, donc vous allez revoir ça dans la notion sur l'obésité. Donc ce sont des populations qui ont vécu, je répète, qui ont vécu de la famine. C'est pour cela, dès que ces derniers, ils ont un changement de leur rythme de vie, ils ont développé l'obésité. Et lorsqu'on dira obésité, on a, je répète, le diabète de type 2. Donc les Indiens primaires plutôt, qui ont eu cette famine, les habitants de Nauru, les populations qui ont connu récemment un changement radical de leur mode de vie. On parlera de la famine si on vous pose la question. Gènes de stockage, période de 17. Même gènes de transmis, alimentation riche, ça va donner l'obésité et dernièrement le diabète. Donc famine, changement de mode de vie, gènes de stockage, gènes de transmis de C, toxicité glucose, glucotoxicité, ça va finir par développer un diabète de type 2 par mauvais régime de vie ou altération de mode de vie. D'autres facteurs de genèse de ce diabète de type 2, c'est l'hypotrophie fœtale. Donc on revient sur les facteurs fœtales. Donc les facteurs de risque, premièrement, un patient ou bien un nouveau-né qui est hypotrophique, ça vous avez vu en pédiatrie, il est susceptible de développer, faites attention, diabète de type 2. Donc soit l'excès de poids, voire même un enfant qui est hypotrophique. Cette dernière, elle est liée à quoi? Elle est liée à un développement insuffisant des cellules bêta de Langerhans qui sont sécréteurs de l'insuline et par suite, ce nouveau-né hypotrophique, il est susceptible d'avoir développé le DT2. Donc premièrement, l'obésité. L'origine ethnique des populations qui ont eu de la famine, on est en train de citer, des facteurs de prédisposition génétique, des facteurs intra-utérins, donc l'hypotrophie, cette liste, par insuffisance de développement des cellules bêta pancréatiques. D'autres facteurs de risque, c'est les facteurs génétiques, et c'est multiple, c'est la polygénétique. Et n'oublie pas le facteur, je répète, le plus important, c'est l'obésité androïde. On va revoir ce type d'obésité androïde dans le cours d'obésité. Donc lorsqu'on dira androïde, donc c'est une accumulation de la masse graisseuse au niveau de la région abdominale. Donc c'est ce que vous voyez à gauche dans l'illustration. Donc notez-vous bien qu'il s'agit de deux types d'obésité, ça vous avez vu en sémiologie.
une obésité génoïde, l'accumulation de la graisse au niveau des membres inférieurs. Et la deuxième, ce que vous voyez là, qui est la plus grave. Donc, si on vous pose la question, quel est le type d'obésité qui est le plus grave, susceptible d'avoir développé les risques de dyslipidémie, voire de diabète, donc vous allez incriminer l'obésité de type abdominal. C'est l'existence de cette graisse au niveau de la masse ou bien de la paroi abdominale qui a un risque de facteur de dyslipidémie, notez-vous bien, facteur de risque cardiovasculaire et même diabétique. Donc, troisième facteur, l'obésité, faites attention, androïde, mais pas génoïde. Maintenant, on passera à la physiopathologie. Qu'est-ce qu'il va se passer au niveau du diabète de type 2? Faites attention, une petite comparaison. Diabète de type 1, ça a été une insuffisance ou bien une insulinopénie. Cette fois-là, il s'agit d'une sécrétion d'insuline qui est tout à fait normale. C'est un problème de résistance périphérique à cette insuline. Problème de faire rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Donc, là voilà. Donc, ce qui est en bleu, c'est l'insulinosécrétion. Ce qui est en rouge, ça, c'est notre problème. Donc, l'insulinosécrétion, ça pose pas le problème dans le diabète type 2. Ce qui est en rouge là, c'est la sensibilité à l'insuline. Vous allez noter que à chaque fois que la sensibilité à l'insuline va diminuer, donc là, c'est une tolérance au glucose qui est normale. On est toujours dans la zone de normalité. Là, voilà, zone de normalité de la glycémie. Par suite, à chaque fois que ces facteurs de risque ils vont être augmentés ou bien aggravés ou ils vont se manifester, je répète, les facteurs génétiques, l'obésité androïde, surtout la glycotoxicité et la lipotoxicité, qu'est-ce qui va se passer? Une insulinorésistance ou bien diminution de la sensibilité vers l'insuline. Ça, premièrement, dans la première case, tolérance à la glucose qui est normale, intolérance à la glucose par suite. Vous notez là la glycémie qui est en train d'augmenter. Diabète débutant, donc c'est là, c'est le point du non-retour. Et là, un diabète qui est décompensé par la diminution de la sensibilité qui est presque nulle faites attention, plutôt à l'insuline. Par suite, dans certains des cas, le diabète type 2, faites attention, il pourra être accompagné par une insulinopénie à des stades avancés. Donc, je répète, le problème là, c'est l'insulinosensibilité. Mais dans certains des cas, dans des diabètes où il s'agit de diabète décompensé, on peut noter là la diminution de l'insulinosécrétion, une insulinopénie. Et nous allons revoir ça dans le cours prochain qui est intitulé sur le traitement de diabète de type 2. Donc toujours on traite les modules en enchaînement. Gardez-vous en tête diabète type 2. Donc c'est une insulinorésistance, mais peut être accompagnée avec une insulinopénie, une diminution de la sécrétion de l'insuline. Et là vous voyez augmentation de la glycémie de façon qui est accrue. Donc l'explication physiopathologique du diabète type 2, notez-vous bien le terme tolérance au glucose ou bien diminution de la sensibilité à l'insuline. Donc là voilà, donc la sécrétion d'insuline en postprandial, comparaison du sujet sain avec un sujet diabétique. Donc là, il s'agit de phase normale de la réponse insulinimique à un bolus de glucose en injection en IV. Donc la première phase, c'est la phase de sécrétion rapide et la deuxième phase de sécrétion lente de cette insuline en réponse. Par contre, chez le deuxième là, ça c'est un patient qui est diabétique type 2 déjà connu, c'est la perte quoi? La perte de la phase de la sécrétion d'insuline rapide chez un patient diabétique de type 2. Et la disparition de la pulsatilité. Je répète, un sujet normal, il n'a pas la tolérance, le mot-clé, il ne tolère pas le glucose, il est sensible à l'insuline. À chaque fois qu'on fait une injection, ce test, une injection en IV de glucose, en bolus, on note directement rapidement une réponse qui est physiologique, qui est normale, qui est la sécrétion rapide dans la première phase de l'insuline. Suivie par une pulsatilité, c'est la deuxième phase. Par contre, l'absence de cette dernière, la perte de la première phase de sécrétion de l'insuline, c'est ce qui explique l'hyperglycémie chez ces patients qu'on est déjà DT2. Disparition de la pulsatilité, perte de la première phase de sécrétion chez les patients déjà qu'on est DT2. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. On passera maintenant au rôle physiologique. Je vous invite à prendre note. Quel est le rôle physiologique de la première sécrétion du pic d'insuline? Donc,
Je répète, à l'état physiologique, on a deux phases. Phase de sécrétion rapide et une phase lente, ou une phase qui est pulsatile. Deuxièmement. Donc, quel est le rôle? Donc, vraiment qui est absent. Donc, en diabète type 2, c'était la phase de sécrétion rapide. Donc, le rôle de ce pic précoce d'insuline, donc l'inhibition immédiate de la production hépatique du glucose. Si on vous pose la question, je vous invite à noter cette plaque. L'inhibition de la lipolyse et la sécrétion du glucagon. Si on vous pose la question, quel est le rôle physiologique, ou bien quelles sont les conséquences physiopathologiques de l'absence de pic de sécrétion d'insuline au cours de diabète type 2. Je répète, inhibition de la production hépatique du glucose. On ne veut pas avoir une hyperglycémie. L'inhibition de la lipolyse. La lipolyse, ça va finir aussi par la néoglycogénèse et la formation de glucose. Et primer les tissus cibles qui sont les muscles. Et ça va donner quoi? Limiter l'hyperglycémie postprandiale. Donc le rôle de ce pic précoce d'insulino-sécrétion après la stimulation par glucose en bolus. Donc inhiber la sécrétion de glucose, inhiber la sécrétion de glucagon, inhiber la lipolyse et primer le tissu cible qui est musculaire faire rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Donc je vous invite à prendre note. Cette plaque pourra être fort probablement tombée comme question d'examen concernant le plan physiopathologique. Donc, le problème au cours du diabète de type 2 se pose quoi? Par une anomalie de la tolérance au glucose, surtout si on vous pose la question postprandiale. Là, ce que vous voyez dans un schéma, donc une maladie qui est d'évolution silencieuse. L'hyperglycémie prandiale, ça c'est à noter, est une anomalie précoce dans l'histoire naturelle du diabète de type 2. Donc ça commence avec quoi? Si vous avez un patient avec ces facteurs de risque qu'on a déjà cités et qui est en train de développer une hyperglycémie postprandiale, donc la voilà en rouge, peut être développée vers une glucose, bien une hyperglycémie postprandiale élevée et ça terminera par une glycémie à jeun qui va être élevée. Et c'est du diagnostic de diabète de sa forme, bien dans sa forme de type 2. Donc hyperglycémie, un signe précoce qui va suivre le stade de prédiabète, voire même la glycémie élevée à jeun. Donc c'est à craindre. Donc la physiopathologie a expliqué, je répète, par la perte de la sécrétion, ça c'est à retenir de cette plaque, perte de sécrétion rapide directe de l'insuline après la stimulation par postprandiale. Là voilà, donc les différents mécanismes d'hyperglycémie dans le diabète type 2. Donc, au niveau du pancréas, donc ce schéma résume tout ce qu'on a vu dans la physiopathologie. Donc, les cellules bêta, ils vont avoir une baisse de l'insulinosécrétion. Les cellules alpha, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Une hypersécrétion du glucagon. Tous ces mécanismes, je répète, ils sont hyperglycémiants. Donc, une baisse de l'insulinosécrétion va donner de l'hyperglycémie. Le glucagon, c'est un hormone. Gardez-vous en tête, tous les hormones, ils sont hyperglycémiants, sauf l'insuline. Donc, augmentation de sécrétion de glucose, ça va donner quoi? Hyperglycémie. Au niveau du muscle, donc je répète, le diabète de type 2, c'est une tolérance donc, périphérique. Donc, le muscle, qu'est-ce qu'il va se faire? Une baisse de la sensibilité à l'insuline. Il ne va pas, donc le muscle, c'est parmi les cibles de l'insuline. Il permet de capter ou bien de faire rentrer le glucose à l'intérieur de la cellule. Il va avoir dans ce muscle une baisse de la sensibilité à l'insuline. Au niveau du rein, une augmentation de la réabsorption du glucose. On avait vu ça dans le seuil. C'était 1,8 g par litre d'avoir la glycosurée. Vous pouvez consulter à tout moment les parties précédentes pour mieux comprendre. Au niveau du cerveau, un dysfonctionnement des neurotransmetteurs. Et l'axe antéro-insulinaire, donc la baisse de l'effet incrétine de cette insuline. Au niveau du foie, augmentation de la production du glucose. Tout ça, je répète, si on résume ça dans un seul mot, résulte de perte de la sécrétion rapide de l'insuline et la sensibilité périphérique. 2 mots pour résumer la physiopathologie. Donc là voilà. Donc avant de conclure ce cours, on va voir les circonstances, la partie clinique. Et on va voir bien sûr le traitement et la surveillance de ces patients chroniques diabétiques type 2. Donc, circonstances de découverte ou bien de diagnostic. Je répète, le début de diabète type 2 est insidieux et progressif.
Les signes cardinaux, donc toujours retrouvés devant le diabète. Donc la polyurie, la polydipsie et la polyphagie, la triade, les 3 P. Il s'agit des infections cutanéo-muqueuses. Donc ce sont parmi les signes à rechercher. Donc ça, dans un contexte clinique. Les complications neurovasculaires. Chez la femme avec antécédents obstétricaux, ça on avait vu. En gynécologie, c'est la macrosomie. On avait vu ça dans le cours diabète et grossesse. Un avortement, voire mort in utero. Donc tout ça, vous pouvez le consulter à tout moment dans le cours diabète et grossesse. Ou bien parfois la découverte, elle est fortuite devant un examen systématique qui va retrouver les 3 critères. Je répète, on a vu au début de ce cours. Soit une glycémie à jeun supérieure à 1,26, voire à tout moment au niveau de journée supérieure à 2, ou bien un HGPO qui va revenir supérieur à 2, ou bien, quatrièmement, j'espère que vous allez se souvenir de ça, le taux de HbA1c qui est supérieur à 6,5. L'histoire naturelle, la voilà. Donc, des facteurs environnementaux, nutritionnels, l'obésité surtout, l'inactivité physique, la glucotoxicité, l'augmentation accrue de la consommation du glucose, la lipotoxicité, avec des résistances à l'insuline, donc facteurs environnementaux, facteurs à prédisposition génétique. On note la diminution de la sensibilité à l'insuline de fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Donc premièrement, donc on note l'altération de l'état général. Plutôt c'est l'augmentation du taux de la glycémie. Après ça, suivi par l'apparition par un diabète, une hyperglycémie, HTA, suivi par les complications. On va voir ça dans le cours sur les complications qui sont, notez-vous bien, une rétinopathie, le diabète de type 2, si on vous pose la question. Les complications sont la rétinopathie premièrement, la néphropathie, je répète tout ça, on a un cours bien détaillé sur ça. L'athérosclérose, donc ça c'est la néphropathie diabétique, l'athérosclérose et les neuropathies périphériques ou bien le pied diabétique. On a un TD sur ça aussi. Donc, diabète type 2, un stade de complication, rétinopathie, néphropathie, l'athérosclérose, la neuropathie. À un stade plus tardif, malheureusement, ça va évoluer vers une cécité, une insuffisance rénale, une coronaropathie, voire l'amputation de ces pieds diabétiques qu'on va voir dans un TD, bien sûr, très prochainement. Dernier titre avant de conclure le cours, donc comment surveiller le diabète sucré. Donc les critères de surveillance, ça c'est le pied diabétique, complication majeure, la neuropathie sensitive périphérique, ça va finir par l'amputation malheureusement, on va voir ça. Et dernièrement, là voilà, donc la surveillance du diabète de type 2. Donc si on vous pose la question, quel est le taux d'HbA1c qui est normalement à privilégier ou bien à cibler dans le suivi, donc c'est d'avoir un HbA1c à l'état normal de 7%, bien une surveillance moyenne. Si on cible, ça c'est pour vous, si on cible un taux d'HbA1c qui est inférieur à 7%, donc c'est un contrôle qui est plus strict. Et si on est en train de cibler un HbA1c supérieur à 7, donc voire 7,5 par exemple, c'est un contrôle moins strict. Pourquoi ça, parfois on a un contrôle plus strict et moins strict? C'est les risques et les comorbidités qu'on avait vu précédemment. Si un patient il a de la néphropathie, il a de la neuropathie périphérique, il a un pied diabétique, il a aussi donc les infections et il a la rétinopathie, il risque de perdre sa vision de la cécité. Ce qu'on va faire, on va cibler un contrôle qui est plus strict. Donc, un HbA1c à un taux de 7%, c'est pas suffisant pour éliminer les complications. Donc, et privilégier ou bien prévenir notre patient de voir ces complications. Parfois, lorsque l'état du patient est suffisant ou bien elle est moins médiocre, on peut avoir un contrôle moins strict. Par exemple, un taux d'HbA1c à 7,5, 7,4 selon l'état du patient. On peut arriver même jusqu'au 6,5 voire 6% de taux d'HbA1c comme contrôle. Donc les voilà. Donc il s'agit des facteurs qui sont non modifiables et des facteurs qui sont potentiellement modifiables. Donc
le contrôle peut être plus strict ou bien moins strict concernant l'état du patient. Donc on répète, premièrement le risque hypoglycémie et iatrogène, donc qui est non modifiable. Je vous invite à noter cette plaque-là. Les facteurs non modifiables pour personnaliser le traitement, c'est le risque d'hypoglycémie, la durée de la maladie. À chaque fois que la maladie s'installe, ça serait différent, ça serait difficile. L'espérance de la vie. Et bien sûr, les comorbidités, le titre le plus important. La rétinopathie, la néphropathie, l'HTA en association et les complications vasculaires. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont contrôler ou bien qui vont préciser le taux, bien sûr, qui est calculé ou bien qui est ciblé par le taux d'HbA1c. Les facteurs qui sont potentiellement modifiables, donc on note l'attitude du patient, donc la bonne ou la mauvaise observance, la motivation de ce dernier, l'autonomie de ce patient, l'exercice physique. Donc tout ça sont des facteurs qui sont potentiellement modifiables parce qu'ils intéressent le patient lui-même. Et les ressources qui sont disponibles, donc tout ça sont des facteurs potentiellement modifiables et généralement non modifiables, faites attention, les comorbidités surtout et les complications cardiovasculaires. Donc ça va préciser le taux d'HbA1c à cibler dans la surveillance. Donc là voilà par exemple, donc on ciblera donc un taux de HbA1c de 1, ou bien de 7%. Donc pour 7%, on cible une somme de toute la glycémie qui est à 1,5 par exemple. Donc ça c'est pour vous une information de plus. À chaque fois que le taux d'HbA1c augmente de 1%, ça c'est pour vous à retenir. Vous pouvez noter que le taux de la glycémie moyenne, il est en train d'augmenter de quelle valeur? De 0,3 g par litre. Donc 6%, elle est équivalente à 1,26. 7%, elle est équivalente à 1,54. On augmentera de 0,3. Par suite, donc 8%, donc 7%, 8%, le taux ou bien la somme de glucose ou bien de la glycémie moyenne, donc on ajoutera 0,3, donc 1,8 g par litre comme valeur moyenne. Un taux d'HbA1c qui est à 9%, ça va nous permettre aussi de savoir ou bien d'assimiler ou bien de proposer, plutôt de savoir que dans les 3 mois précédents, le patient il a eu un taux de glycémie moyen qui a été de 2,1. Donc vous notez, je répète, à chaque fois que le taux d'HbA1c augmente de 1%, la glycémie moyenne au cours des 3 derniers mois, ça on a vu précédemment dans la première partie, donc elle va augmenter de 0,3. Donc pour 6%, on cible une glycémie postprandiale de 1,4 pour un suivi de HbA1c de 7%. La glycémie pré-postprandiale elle devrait être ciblée à 1,8. Et par suite, donc à chaque fois, donc je répète, on est en train d'augmenter de 3 ou bien 0,3 concernant la glycémie moyenne. Donc le patient, il doit être informé aux objectifs à personnaliser et à atteindre. Donc par exemple là, c'est un patient qui doit avoir son HbA1c inférieur à 7%. Donc 7%, elle est équivalente, ça c'est à noter. Donc glycémie à jeun inférieure à 1,3, voire une glycémie postprandiale inférieure à 1,8. Donc si on vous pose la question par exemple, cible de glycémie ou bien d'HbA1c 6%, donc glycémie postprandiale inférieure à 1, plutôt préprandiale inférieure à 1, postprandiale inférieure à 4 et ainsi de suite. À chaque fois que le taux cible augmente, ça va augmenter de 0,3 de taux de glycémie moyenne. Et bien sûr, la glycémie préprandiale et postprandiale, elle est modifiable. Selon le cas, selon l'état du patient, comme on a vu précédemment. Donc, vous pouvez noter ce tableau clinique, ça c'est pour vous. Donc, vous pouvez noter ou bien mémoriser les valeurs donc, afin de préciser la cible thérapeutique chez votre patient. Dernièrement, on va voir la notion donc d'un nouveau concept de surveillance. Donc, c'est le TIR. Donc, c'est quoi le TIR? C'est le time in range. On va voir ça. Donc, c'est le temps à l'objectif. C'est quoi ce dernier? Donc, il est à calculer par le CGM. Donc, c'est quoi le CGM? Donc, c'est la surveillance ou bien le contrôle continu de la glycémie. CGM, Continuous Glucose Monitoring. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à chaque fois que le glucose il est dans les valeurs normales, notez-vous bien donc cette ligne, entre 0,7 et 1,8 g par litre. Donc, on dit que le taux de la glycémie, il est in range, donc dans
la valeur normale, donc TIR. Si cette dernière, elle est augmentée à 1,8, on dit que cette dernière, elle est TAR, donc Time Above Range, ou bien le temps, il est supérieur à la normalité, ou TBR, donc à chaque fois que la glycémie, donc c'est un monitorage, c'est un suivi, c'est un calcul de la glycémie qui se fait de façon continue. À chaque fois que le temps où la glycémie elle est basse, on va noter le TBR, donc le temps ou bien time below range, donc le temps au-dessus de l'objectif. Donc là voilà par exemple, donc ça c'était un patient, donc on avait fait ce CGM, Continuous Glucose Monitoring. Donc si on résume le résultat de ce patient, donc on note 46% des cas de TIR, Time in Range, donc target. Donc 46% du temps, le patient il a eu sa glycémie équilibrée. Il a eu la l'hypoglycémie, TBR below range, c'est 10%. Et il a eu de l'hyperglycémie, le TAR, time above range, à 44%. Donc la glucose, là voilà, le taux de glucose c'est 1,75 mg. Le GMI c'est de 7,5%. Et la variabilité de glucose, c'est de 45,5%. Donc 46% des cas, la glycémie elle a été à la normalité. Donc le but de cette surveillance, donc, c'est d'optimiser l'HbA1c inférieur à 7%, réduire la variabilité glycémique, donc pour réduire le risque cardiovasculaire 36%, on doit avoir quoi? On doit avoir un time in range qui est à 70%. Je répète, si on a un patient qui a son time in range ou bien sa glycémie à la normalité par le CGM, le monitoring de glucose, à 70%, ça va nous permettre de diminuer le risque cardiovasculaire. Ce dernier, il va devenir inférieur à 36%. Donc, augmenter le TIR, diminuer le risque cardiovasculaire. Optimiser l'HbA1c. Donc, à chaque fois qu'on a un régime qui est plus strict, on va équilibrer la réduction de bien de l'hyperglycémie et en évitant bien sûr l'hypoglycémie. Donc, meilleur résultat pour les patients donc, à cette prise en charge. Réduire les risques, réduire les complications, réduire les mortalités et améliorer la qualité de vie de ces patients à l'aide de cette nouvelle méthode qui est le monitorage. Les trois dernières plaques, c'est la surveillance du diabète de type 2. Donc, lors de votre première visite, puis tous les ans pour un bilan biologique. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre visite de surveillance? Donc, premièrement, interroger et examiner le patient. Rechercher les signes en faveur de diabète secondaire. Rechercher le tabagisme. Calcul de l'IMC ou bien le BMI. On va revoir ça dans, je répète, dans l'obésité. Le tour de taille. Rechercher l'obésité androïde. La prise de tension artérielle couchée et debout. Rechercher les comorbidités cardiovasculaires. L'examen des pieds, de pouls et de sensibilité. On a un TD sur le pied diabétique. Un examen ophtalmologique, rechercher la rétinopathie. Un ECG, donc si on vous pose la question, quels sont les examens à prescrire lors de suivi d'un patient déjà connu diabétique? Vous allez répondre de ce bilan. Bilan lipidique, protéinurie, glycémie, HbA1c, créatinine, cholestérol total bien sûr, parce qu'il s'agit de la dyslipidémie. On va revoir ça dans le cours de la dyslipidémie, soit HDL qui est le bon cholestérol ou bien le LDL, c'est du mauvais cholestérol. La surveillance trimestrielle, donc c'est un régime de surveillance qui se fait tous les 3 mois. Donc évaluer l'équilibre glycémique, donc c'est le rôle de l'HbA1c. Demander un cycle glycémique pour 3 jours avant la consultation. Dépistage clinique des complications. Bien sûr, l'éducation thérapeutique, l'observance au traitement, l'autosurveillance et bien sûr rechercher les problèmes psychosociaux. Calculer toujours le poids, la taille et bien sûr la tension artérielle, rechercher les comorbidités. Avant de conclure, le dépistage du diabète de type 1. Donc, on recherche le diabète type 1 chez tout patient âgé plus de 35 ans. Test tous les 3 ans. Chez les patients les plus jeunes qui ont un BMI supérieur à 25, le surpoids. S'il s'agit de comorbidité ou bien des parents de premier degré avec un diabète, donc
soit le père et le mère, membres de certaines ethnies qu'on a vues au début de ce cours, les données de la naissance, donc une macrosomie voire une atrophie, ce qu'on a vu, le syndrome des ovaires polykystiques, donc à dépister le diabète gestationnel chez ces patients. Attention, un patient qui est déjà connu hypertendu, on dépiste le diabète. Pourquoi? Il s'agit d'une association à notre temps de diabète et HDA. L'HDL et le taux de triglycérides, si vous avez un HDL supérieur à 35 mg, donc c'est un facteur non protecteur. On va voir ça dans la dyslipidémie. Normalement, l'HDL devrait être supérieur à 60 mg pour être protecteur, ou bien un taux de triglycérides supérieur à 250 mg. Les antécédents cardiopathiques, la sédentarité, un HbA1c supérieur à 5,7 et d'autres conditions en association de l'insulinorésistance, l'obésité, l'acanthosis nigricans. Donc vous allez revoir ça dans vos terrains de stage. Donc c'est parmi les signes de l'intolérance au glucose. Donc ces patients devraient être dépistés comme diabète DT2. La prévention primaire. Donc pour prévenir le diabète type 2, c'est possible. Lutter contre premièrement la surcharge pondérale, une alimentation équilibrée et non excessive. Lutter contre la sédentarité par une activité physique régulière. Vous voyez que les mesures hygiéno-diététiques sont suffisantes de prévenir ce diabète. Lutter contre le tabagisme, qui est un facteur de risque. Donc un exemple, rester 3 heures par jour devant la télévision est égal à un facteur de risque cardiovasculaire et même facteur de risque de développer un diabète. Donc l'activité physique, lutter contre l'obésité pour éviter cette maladie qui est en train de s'accroître. Dernièrement, la conclusion, diabète c'est une pathologie fréquente. Prévention primaire, oui, pourra s'agir d'une prévention primaire. Au moment de diagnostic de diabète type 2, 50% des nouveaux diabétiques présentent des complications malheureusement. La néphropathie, la neuropathie et la rétinopathie. C'est pour cela le rôle de dépistage qui est important. Une bonne prise en charge est égale moins de complications et on va revoir ça dans le cours suivant qui sera intitulé sur le traitement de diabète type 2 et sur l'insulinothérapie. Donc nous sommes arrivés à la fin de ce premier cours dans notre deuxième chapitre. Toujours du bon courage chers collègues dans vos préparations. Un maximum de partage toujours. Merci pour votre attention et à la prochaine. On se rencontrera dans le traitement de diabète.